Je reviens à cette information qui terminait la troisième vidéo. La Caisse a acheté une participation de 16,55%, soit 850 millions de dollars, pour construire un aléoduc de 8800 km tributaire de l'aléoduc Keystone XL de TransCanada qui doit passer de l'Alberta vers le Nebraska. Ceux qui suivent le dossier savent que le Congrès américain a bloqué en janvier 2012 le projet pour quelques mois. Que sans ce projet, celui de Colonial Ventura risque de tomber, tout comme les actions de la caisse de dépôt de Michael Sabia. Heureusement, Paul Fraser tente d'aider Sabia, ou du moins ça semble le cas. En plus d'être un membre du conseil consultatif du WWIC, Fraser agit à titre de président de PD Fraser Consulting, une firme de relations publiques. C'est au sein de PD Fraser et avec le soutien de James Blanchard, consultant au WWIC qui travaille pour Harper Rudnick, qu'il œuvre dès 2009 à fabriquer une image plus verte de l'industrie de l'extraction des sables bitumineux de l'Alberta pour mieux vendre cette richesse aux États-Unis et aux Européens et faire en sorte que les Américains puissent aimer le pétrole canadien et accepter l'oléoduc Keystone XL. Je reviens à cette question posée au début de la troisième partie. Est-ce que la camaraderie que nous retrouvons autour du WWIC forme un réseau qui se donnerait les moyens pour mettre la main sur les leviers économiques du Québec? Bon, on peut dire que le contraire est faux. Les amis du WWIC utilisent les outils économiques du Québec pour servir des camarades et membres du PLQ de John Charest. Donc, on ne parle pas ici de l'aide à l'économie du Québec, mais dans certains cas, à faciliter une fuite des capitaux ou encore un enrichissement de membres du Parti libéral. Nous pouvons ajouter que cette aide pourrait ressembler à des collusions si nous découvrions qu'elles se font pour nuire à des compétiteurs ou encore aux Québécois en nuisant volontairement à la Caisse de dépôt et à Hydro-Québec. Bon, maintenant, on en arrive à entrer définitivement dans la quatrième vidéo. Puis maintenant, on va pouvoir dire qu'on prend connaissance d'une apparence de ramification économique qui se tisse au nom d'un groupe qui réunirait plusieurs entités autour d'objectifs communs. Si vous aimez mieux, un réseau international. Bon, avant, on doit préciser que le WWIC est sous le parapluie du Woodrow Wilson International Center for Scholars de Washington, un ONG fondé en 1968. Pour son président Lee Hamilton, la mission du WWICS est d'entretenir des relations entre le secteur privé, le milieu universitaire, les médias et, naturellement, les décideurs, ce qui revient à dire l'État. Je dois ajouter un point important. Le WWICS opte pour une alliance du Canada et des États-Unis sous un seul Parlement pour mieux gérer une politique globale de la gestion propre de l'énergie nucléaire, de l'exploitation de l'or bleu du Nord vers le Sud et de la surveillance des frontières. Bref, le WWICS planifie une alliance politique entre le Canada et les États-Unis afin de mieux gérer la circulation des biens, des gens et des ressources humaines. Cette mission est aussi partagée par des membres canadiens. En exemple, Raymond Chrétien supporte l'idée de la création d'un Parlement nord-américain. Nous pouvons ajouter qu'il dépasse les attentes en prônant la création d'une alliance entre l'Amérique et l'Europe. J'explique. Le Cerium, présidé par Chrétien, fut l'organisateur de la conférence du 25 octobre 2011 donnée par Pierre-Marc Johnson, dont le sujet était l'accord économique et commercial global entre le Canada et l'Europe. Je ne sais pas combien de gens présents à la gare Windsor de Montréal le 24 octobre 2011 pour honorer John Charest, pour service public, je dois le préciser,
se sont présentés le lendemain à la conférence. Selon moi, la moindre politesse de leur part exigeait leur présence pour cette raison. Charest est celui qui a lancé les négociations de cet accord entre le Canada et l'Europe. C'est aussi Charest qui a choisi Pierre-Marc Johnson en tant que négociateur attitré de son gouvernement. Le WWIC pourrait aussi préférer se tenir loin de l'AICG, puisque ce dernier ne touche pas à la création d'un Parlement unique pour l'Amérique du Nord. Mais attention, cette distinction entre les deux accords pourrait fondre comme la neige au soleil. Lors d'un court séjour aux États-Unis en 2010, John Charest a invité les Américains à s'intéresser à l'AIGC pour en tirer profit. En d'autres mots, Charest invitait l'oncle Sam à réfléchir à son adhésion au futur accord pour préparer une union entre l'Amérique et l'Europe. Est-ce aussi l'opinion du WWICS? Je me risque à répondre à cette question en affirmant que John est le serviteur de globaliste. Bon serviteur au point de me demander si son salaire occulte annuel de 75 000 $ qu'il a reçu durant plus de 10 ans ou environ ne serait pas lié à des ramifications internationales plutôt que nationales, voire que le réseau serait très gros. Pour ceux qui préfèrent croire que tout se passe au Québec pour les Québécois, puis avec un réseau québécois à travers des ramifications québécoises, un simple regard plus en profondeur sur le WWICS peut nous laisser l'impression que le gouvernement du Québec serait au service de coteries internationales qui connaissent le pouvoir de l'argent. Puis, en fin de compte, qu'ils utilisent ce pouvoir pour une domination mondiale. On commence par la CIA. La première erreur est de croire que la CIA dépense son budget annuel pour protéger l'État et les citoyens. Ce service de renseignement ressemble beaucoup plus à une institution financière qui se fait attribuer le droit par l'État américain d'utiliser tous les moyens qu'elle dispose pour protéger les intérêts d'entreprises états-uniennes. Vous croyez que je m'éloigne du gala d'honneur donné à John Charest par le WWIC? Lee Hamilton, le président du WWICS, siège dans de nombreux conseils consultatifs dont le département de la sécurité intérieure, la défense américaine et la CIA. Hamilton doit aussi reconnaître que dès sa création en 1947, la CIA ressemble plus à une banque privée qu'à une bande de soldats en civil qui portent un pistolet pour défendre les Américains. Dès sa naissance, la CIA rassemble à son sein des avocats et des banquiers de Wall Street. Son fondateur, William Weil Donovan, est un avocat irlandais qui recrute exclusivement des gens du milieu financier. Avant de diriger la CIA, Alan Dulles est un des prosélytes qui fut ambassadeur en Suisse et un avocat de Wall Street pour la firme Sullivan Cromwell. De même pour William Casey, avant de devenir le patron de la CIA sous Reagan, il occupe la fonction d'avocat et président de la Security and Exchange Commission. Pour John Dirch, directeur de la CIA sous Clinton et membre du conseil d'administration de la Citigroup avec Doherty, il est vice-président de la Bourse de New York chargé des cas de délit d'initié. Pour conséquence, on peut dire que la CIA se compare au moule qui crée le modèle économique par sa capacité à opérer des modifications de la géopolitique mondiale. À cette fin, elle se dote de modèles pour mesurer et prévoir les tendances des prochaines années afin d'éviter la menace du capitalisme d'État de la Chine et du nouveau capitalisme de l'Inde. Ainsi, pour éviter que l'hégémonie de l'oncle Sam soit trop affectée dans les prochaines années, la CIA désirerait un accès à l'eau, à l'énergie et aux ressources du Nord. La raison, elle veut un contrôle serré de l'exportation, comme Sam le fait avec le pétrole, pour mieux dominer ses opposants. Ainsi, on aimerait bien décider que du cuivre
ne se rendraient pas dans tel pays à cause, comme exemple, qu'il y aurait de la torture ou autres gestes répréhensifs. De la part des Américains, bien sûr, parce que quand on parle de torture, il y en a à Guantanamo, mais ça n'a pas l'air d'y toucher personnellement. Donc, des fois, c'est 2 poids, 2 mesures. La date pour finaliser ce contrôle des ressources était 2025, quelques semaines avant la crise de 2008. Aujourd'hui, la situation économique difficile qui menace le réseau exigerait l'ouverture des portes du Grand Nord canadien pour 2015, afin de laisser les entreprises accéder à notre eau, à nos ressources naturelles et à notre énergie. Il serait même souhaité une privatisation d'Hydro-Québec. Le problème, c'est que devant ces menaces, j'ai personnellement l'impression que l'État et certains médias travaillent pour nous noyer d'infodivertissement et de désinformation afin que nous ne puissions faire obstacle au globalisme qui se présente actuellement sur nos terres. Mais encore, je ne peux éviter de croire que des chevaux de Troie seraient utilisés par la CIA pour conquérir l'esprit des citoyens récalcitrants pour qu'ils puissent accepter ou abdiquer au pillage qui se fait actuellement. Les 3 principaux chevaux qui semblent utilisés dans le décor du WWIC sont le groupe Bilderberger, le Conseil des relations étrangères et la Commission trilatérale. Je vais parler de ces groupes à la 5e partie, la 5e vidéo.